Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Et bienvenue dans ce format que j'ai créé pour donner la parole à ces jeunes pousses, ces personnes qui viennent de se lancer dans l'aventure et qui nous partagent au micro du Pompon leurs projets. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Florence avec la boîte qu'elle a créée, Elzéar, agriculture et technologie. Et oui, les deux mots peuvent aller de pair. Quand on sait aujourd'hui que le modèle agricole n'est plus adapté aux enjeux climatiques, avec ses monocultures picousées aux pesticides, j'y vais un peu fort, on est d'accord, c'est pas le cas de toutes, mais il est temps d'avoir le courage de changer, et c'est ce que propose Florence. Dans cet épisode, elle me partage son parcours, ses ambitions et sa vision du monde agricole qu'elle côtoie régulièrement. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Allez, je suis comment là ? Très bien. Bonjour Florence. Bonjour Théo. Et merci d'être là, merci d'être venue au Networking pour le coup, pour qu'on enregistre. Merci de me recevoir et de pouvoir me permettre d'échanger avec toi. Avec grand plaisir. Alors, tu as un point commun avec Alison que j'ai reçu la semaine dernière pour le coup, c'est que tu es également lauréate de BioBoss. Bravo. Merci. BioBoss Nouvelle-Aquitaine, et donc vous partez à Paris pour la finale nationale. Exactement. Je sais plus, septembre 21 septembre. 21 septembre, ok, et on suivra ça et on croisera les doigts. Florence, je vais te laisser te présenter s'il te plaît. Bonjour. Du coup, je suis Florence, maman de 3 enfants. Ouais. Sur Pessac, et j'ai fondé Elzéar il y a maintenant quasiment 4 ans et demi. Avec 2 autres associés. Ouais. Et on s'est lancé dans la grande aventure du monde agricole. Yes. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite ? Alors, quand j'étais petite, je voulais avoir plein de métiers différents. Je voulais être fée, institutrice, danseuse. Voilà. Et chaque jour de la semaine, un peu différent. Finalement, ce n'est pas vraiment ces métiers-là aujourd'hui, mais je fais quand même quelque chose de complètement différent chaque jour, donc j'en suis pas si loin. Donc on a presque cet aspect féerique. Allez, je vais aller là-dedans. Un peu magique. Tu as fait quoi comme études ? Alors j'ai fait des études d'informatique, mais d'informatique reliées à la sociologie, à l'économie, aux sciences sociales et humaines, et notamment en traitement automatique du langage. Donc, exactement, qu'est-ce que tu entends par là ? Aujourd'hui, on a plein de textes sous les yeux. On entend beaucoup parler de ChatGPT, par exemple, d'intelligence artificielle, qui travaille sur des données, on va dire, brutes. Et moi, je travaille sur les textes, et donc d'analyser en fait le sens des textes, le sens des mots, pour que les machines les comprennent et qu'on puisse faire des moteurs de recherche un peu plus intelligents, centrés sur un domaine en particulier. Ok, intéressant. Ah ouais. Et pendant tes études, j'ai vu que tu avais voyagé, tu es allé en Australie aussi pour continuer tes études, c'est ça ? Je suis allée au Québec, je suis allée en Australie. En fait, un autre rêve que j'avais d'enfant, c'était de partir, c'était d'aller voyager. Ouais. Je voulais aussi être pilote de ligne. Voilà, c'était un autre moyen pour moi dans mes études. Pilote de ligne, trop compliqué, mais en tout cas, de trouver le moyen de voyager, de découvrir le monde, et effectivement de partir à l'autre bout du monde, voir comment ça se passe down under. Ouais, exactement. Et alors, tu as travaillé pendant quasiment 15 ans dans la même entreprise, à faire de la recherche, et après à gérer, à diriger le pôle de recherche. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Et après, on arrivera bien évidemment sur l'entreprise que tu as créée. Oui, tout à fait. Mais en fait, finalement, je suis une personne assez fidèle. Quand je me lance dans un projet, j'essaye d'aller un peu jusqu'au bout. De tirer toutes les ficelles. Et à l'époque, en fait, j'étais en train de faire ma thèse au sein de l'entreprise qui m'a accueillie, qui s'appelait Mondeka, pour pouvoir justement mettre en place des projets de recherche autour de l'intelligence artificielle symbolique, traitement automatique du langage, pour pouvoir faire de la gestion de connaissances et utiliser ça dans les projets clients de l'entreprise. Et quand je suis arrivée, on était peut-être 5 ou 6 dans l'entreprise. Donc, il a fallu tout monter. Et effectivement, de fil en aiguille, j'ai pris la responsabilité de la partie R&D, innovation, travailler avec des consortiums de scientifiques, de grands groupes, d'autres startups, de PME pour monter des projets un peu innovants au niveau français, mais aussi au niveau européen. Et donc, de pouvoir participer à plein de sujets hyper intéressants dans le domaine du tourisme, de l'industrie, des recettes de cuisine. Je me suis un peu amusée avec ça. Oui, assez large, Intéressant. Et alors, d'où te vient l'envie de te lancer à ton compte ?
Et bien, ce qui est assez drôle, c'est que quand j'étais dans cette start-up et que je voyais mon PDG s'arracher les cheveux tous les jours sur comment on va faire pour boucler les fins de mois, je m'étais dit jamais je serai entrepreneur, jamais je serai à la tête d'une entreprise. Je suis très bien en tant que salarié. Et finalement, de fil en aiguille, le côté un peu innovation, le côté création, le côté justement idéation, le fait de pouvoir être libre en fait, de pouvoir imaginer des solutions et de les co-construire avec d'autres, c'est vraiment ça qui m'intéresse, qui me fait vibrer au quotidien. Ouais. Et la direction dans laquelle partait l'entreprise, qui revenait plus sur on va dire comme une société de services informatiques, me plaisait beaucoup moins. Beaucoup moins de recherche, beaucoup moins d'innovation. Et c'est là où je me suis dit, c'est pas ça que je veux en fait. Moi, je veux rester dans une entreprise créative, et il y avait des sujets qui me titillaient dans des projets de recherche à côté. Et je me suis dit, on va peut-être se lancer, voir ce que ça donne. Ouais. Et voilà, ça, c'est parti de là, cette envie de me dire finalement, on tente le coup, puis on verra bien si c'est fait pour moi ou pas. Ok, et alors quand tu te dis au départ on tente le coup, tu vas vers quoi ? Est-ce que déjà tu as cet appel de l'agriculture, du maraîchage, et on va y venir petit à petit, et puis j'aurais envie de comprendre comment tu en es venu à ce monde-là, parce que tu n'y étais pas forcément avant. Non, du tout. En fait, il y a eu 2 mouvements parallèles. Il y a eu le mouvement de ma boîte, donc mon PDG qui est parti, le fonds d'investissement de départ qui a repris les rênes de la structure, mais sans forcément maîtriser la technologie et les projets. Et donc cette direction qui me plaisait moyen, sur un management qui me convenait absolument pas. Donc je savais effectivement d'un côté que je voulais partir vers des entreprises plus, on va dire, d'innovation sociale, de l'économie sociale et solidaire, plus collaborative justement avec l'ensemble des salariés, quelque chose de plus inclusif également dans le terme de management. Ouais. Donc voilà, déjà ça me titillait pas mal, de voir comment on pouvait faire autrement de ce côté-là. Et en même temps, donc, sur mon dernier projet de recherche, qui était un énorme projet de recherche français, avec des gros groupes, notamment le groupe SEB, le groupe Orange, dans le domaine des recettes de cuisine numérique, pour pouvoir faire de la planification de repas. Et on travaillait avec des ethnologues, des anthropologues, des nutritionnistes, des chefs de l'Institut Paul Bocuse, donc beaucoup de monde, hyper intéressant, très très riche. Ouais. Et sur qu'est-ce qui fait un repas, un bon repas. D'un point de vue nutritif, sensoriel, gustatif, économique, abordable pour les familles, etc. Et en fait, on en est revenu à se poser la question, mais ce qui fait un bon repas, c'est avant tout des bons produits qu'on met dans ces bons repas. Et donc, aujourd'hui, comment font les agriculteurs avec tout ce qu'on entend aujourd'hui sur, faut revenir à des modes de production plus durables, moins de pesticides, mais avec effectivement des revenus d'agriculteurs qui restent très bas. Donc toute la problématique tout en actuelle. Produisant pour beaucoup de personnes aussi. Plus, mieux, localement et pour tous. Donc ça fait beaucoup de challenges quand même à relever. C'est un beau projet, mais pour un agriculteur. Et parallèlement à ça, 3e mouvement, je suis partie de Paris et j'ai télétravaillé bien avant le Covid pendant 5 ans pour ma boîte à distance depuis Bordeaux. Et donc maison, jardin, un petit potager pour les enfants. Et donc je me suis essayée effectivement ces produits, ces légumes notamment, comment est-ce qu'on les produit au potager sans utiliser aucun pesticide, sans utiliser aucun intrant, avec toutes les méthodes de potager en carré, d'agroécologie, de permaculture. Et là ça a été un gros choc, parce que rien que sur mes petits carrés minuscules, c'était compliqué de produire. Après j'y étais pas comme un agriculteur 100% de mes jours. Mais néanmoins, c'est compliqué quand on veut prendre en compte tous les paramètres qu'il y a à gérer sur chaque culture. Donc, je me suis rapprochée d'associations ici sur Bordeaux, notamment les Incroyables Comestibles, qui font des potagers en ville à destination des habitants du quartier pour remettre du lien social. Et j'ai commencé à chercher des outils auprès aussi de contacts que j'avais à l'Institut national de recherche agronomique. Et qui me disait, mais en fait, il existe des choses sur les grandes cultures, beaucoup de données, beaucoup d'applications et de recherches qui sont faites sur les grandes cultures, mais sur les plantes potagères et légumières, comme on les appelle, finalement, il n'y a pas de référentiel, il n'y a pas de base de connaissances sur lesquelles on puisse se baser pour faire une petite application d'aide au jardinage. Donc, travaillant sur des données complexes, gérant plusieurs paramètres, ça m'a vraiment interrogée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, la première démarche a été d'aller voir des maraîchers sur le terrain, en disant, vous disposez d'outils quand même au quotidien. Comment vous faites Et là, ça a été
autre choc, parce qu'en fait, ils font au pif la plupart du temps, avec des carnets de notes papier, à noter quand ils le peuvent, surtout ce qui est réalisé. Et néanmoins, beaucoup de porteurs de projets qui se lancent aujourd'hui, qui ne sont pas forcément issus du monde agricole, et qui, malheureusement, trop souvent, au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, s'épuisent complètement et partent en burn-out parce que la charge mentale est trop forte, justement, pour arriver à produire suffisamment pour être viable. Ne serait-ce que ça, sans même parler de transition agroécologique, c'est ça, lutte contre les aléas, etc., etc. C'est juste ça, quoi. Arriver à se sortir un revenu acceptable. Ok. Et donc cette idée-là, tu as mis combien de temps à la mettre en place, à la mettre en œuvre ? J'ai commencé à y réfléchir, ça devait être, je pense, en 2016, dans le cadre du projet de recherche qui se terminait en 2016-2017. Et ensuite, j'ai suivi un parcours grâce à Ticket for Change, avec un MOOC qui font un cours en ligne sur justement entreprendre autrement, être entrepreneur du changement, qui m'a montré que oui, en fait, c'est possible, et de mettre des jalons, de faire des petits pas. Donc, ce qui m'a permis de faire mes premiers petits pas, en fait, de faire un premier déclencheur. Et puis la situation dans ma boîte à Paris, les allers-retours, la vie de famille à côté, c'était plus du tout en adéquation. Il y avait comme 2 parties de moi qui étaient séparées. Donc, j'ai décidé de les réunir et de quitter ma boîte, des ruptures conventionnelles. Et de pouvoir me lancer en octobre 2017. Donc assez rapidement, en fait. Effectivement, Puis l'avantage de la rupture conventionnelle, c'est de se dire on a un petit peu de temps pour essayer de se lancer. C'est ça. Mais néanmoins, une maison, un mari, des enfants, donc un cadre quand même assuré, un confort, parce que j'avais une bonne paye qui tombait tous les mois. Et de me dire, j'ai 2 ans pour montrer que c'est possible et faire quelque chose, sachant qu'à l'époque, j'étais toute seule et que je partais bille en tête. On verra. T'as pas eu peur ? Si, bien sûr. Si. Beaucoup de questions, beaucoup de discussions avec mon mari, avec mon entourage, avec mes enfants aussi, pour leur dire, je serai peut-être plus souvent là, près de vous, mais en même temps, ça va être compliqué, on va avoir moins d'argent, on va vivre peut-être un peu différemment, il va falloir faire des concessions. Mais tout le monde était prêt à partir et à tenter le coup. Donc, j'ai la chance, effectivement, d'avoir une famille plutôt solidaire. L'importance du soutien, effectivement, pour se lancer, pour y aller. Exactement. Alors, tu disais que tu es partie toute seule avec ton idée en tête. Dès qu'au bout d'un moment, il y a des personnes qui t'ont rejoint dans l'aventure. En fait, très rapidement, j'en ai parlé autour de moi, notamment à mes anciens collègues, aux gens avec qui j'étais dans l'association des incroyables comestibles. Je suis devenue aussi bénévole Ticket for Change ici à Bordeaux pour être connectrice, organiser des événements. Donc ça m'a permis aussi de rencontrer pas mal de monde dans le champ de l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale. Donc à toutes ces personnes, j'en parlais. Voilà ce que je fais. J'ai suivi aussi une formation avec les premières Nouvelle-Aquitaine à la Canopée de Gradignan pour savoir si effectivement j'étais faite pour l'entrepreneuriat. Donc 2 jours pour se tester en tant qu'entrepreneur. Et, au niveau des motivations et des capacités, de ce que ça voulait représenter justement comme vie, être entrepreneur, avec toutes les paillettes, mais aussi toutes les difficultés derrière et le champ des émotions très très large, qui m'a convaincue que non, c'était vraiment la voie que je voulais poursuivre. Et assez rapidement, effectivement, un de mes anciens collègues, directeur commercial de mon ancienne boîte, m'a rejointe dans l'aventure. Et puis, une autre personne que j'avais rencontrée aux Incroyables Comestibles de Bordeaux, qui, pareil, quelques mois plus tard, m'a rejointe aussi. Et finalement, on s'est retrouvés à 3 assez rapidement en février 2018. Ah ouais, effectivement, ça allait vite, chouette. Et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui alors ? Concrètement, comment ça se passe ? Parce que donc, on t'a mentionné le terme d'application, donc c'est aider et mieux comprendre ce qu'on est en train de cultiver, cette destination de qui, que tu nous expliques un petit peu comment ça fonctionne. Ouais, alors c'est simple. Aujourd'hui, en fait, on a une application web et mobile qui permet d'accompagner aujourd'hui les maraîchers, demain d'autres producteurs diversifiés. Par diversifiés, on entend qu'ils ont des complexités en termes de rotation dans le temps ou dans l'espace au niveau des parcelles et qui gèrent plusieurs cultures à l'année. C'est pas qu'une seule culture. Donc le maraîcher est un bon cas d'exemple pour ça. Et en fait, on les accompagne sur le cycle de la production avec deux outils, dont un qui est encore en construction et l'autre qui est lancé, ça y est, depuis la fin d'année. Le premier, celui qui est lancé, c'est le compagnon Elzéar, c'est-à-dire qu'on va leur permettre, en amont de la saison, de planifier leur culture
en fonction de leurs différents débouchés commerciaux pour avoir la production à atteindre idéale sur chacune de leurs cultures. Et on utilise pour ça une base de connaissances d'itinéraire de culture. Donc un itinéraire de culture, c'est comment je cultive ma culture, donc ma carotte plein champ en bio, avec des données de rendement, d'écartement de plants, de semis, mais aussi toutes les tâches qui doivent être effectuées dans l'année, positionnées les unes par rapport aux autres, comme un enchaînement, comme une instruction de recette de cuisine finalement. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Avec d'autres informations comme les traitements, comme les amendements, les fertilisants, dont tout autre intrant aussi. Donc ils peuvent utiliser ces itinéraires précablés avec des périodes de plantation, de récolte, voire de conservation. Et ça vient ensuite, lorsqu'ils activent leur planification, alimenter tout un calendrier de production automatiquement, un plan d'assolement, un calendrier d'intervention, qui après, ils peuvent, dans la deuxième partie de l'application, faire le suivi de la conduite de culture avec l'application mobile pour pouvoir valider les tâches et faire le suivi de ce qu'il y a à faire, voire assigner des personnes à ces tâches pour faire de la coordination d'équipe, gestion de projet. Et en même temps, ça permet aussi plus facilement, comme les données sont présaisies, de pouvoir les modifier à la marge, mais surtout de faire cette collecte de données qui aujourd'hui n'existe pas, pour qu'on puisse derrière nous faire des analyses et identifier des problèmes, des aléas, des recommandations, des suggestions. On ne sera jamais dans le rôle du conseiller, parce que ce n'est pas notre rôle, mais que justement, il puisse après, avec ces données collectées, aller voir son conseiller, aller voir les autres partenaires pour avoir justement de l'information et pouvoir aussi échanger avec ses pairs. Donc c'est vraiment tout ce cheminement en fait avant la production, pendant et après la production à travers différents modules. Et donc à côté de ça, on a cette base de connaissances d'itinéraire de culture et aujourd'hui on est en train de développer la partie visible, donc l'interface web qui permet justement de consulter, de naviguer, de rechercher et qui permettra à terme le partage et l'échange de ces itinéraires de culture en fonction de plein de paramètres, du contexte de sol, de climat, d'équipement, de main-d'œuvre, etc. Et alors, comment vous faites pour avoir toutes ces informations? C'est-à-dire, tu disais, à savoir à quel moment il faut planter, à quel moment, j'imagine que vous êtes accompagné, vous renseignez. C'est un gros travail de fond. On travaille effectivement pas mal avec des acteurs du monde agricole, donc que ce soit des conseillers des chambres d'agriculture ou des réseaux bio. On travaille également avec des chercheurs sur le domaine du maraîchage. On travaille avec des instituts techniques comme l'ITAB. On travaille avec Educagri, qui est le centre de ressources pédagogiques des centres de formation et lycées agricoles. Donc on a réuni effectivement autour de nous un ensemble de partenaires avec qui on co-construit la solution. Et même plus largement que ça, en fait, on a mené des ateliers partout en France avec un groupe de personnes partenaires qui s'appelle Mesclin, auprès de producteurs qui soient porteurs de projets en installation ou expérimentés, conseillers agricoles, enseignants agricoles, pour pouvoir essayer de comprendre justement à quel niveau du parcours justement de la conduite de culture le numérique pouvait être un facilitateur et amener effectivement de l'information, de la connaissance, se servir après pour pouvoir se connecter au reste de la filière. Et ne pas arriver avec un outil qu'on aurait pu imaginer venant du monde informatique de prime abord, mais au contraire de vraiment passer par ses besoins pour que l'outil soit vraiment adapté à l'usage au quotidien par les producteurs. Donc un gros travail de fond pendant 2 ans de recherche, sans forcément développer l'application, mais avec des études sociologiques, avec un background assez solide. Toi, tu vas sur le terrain ? Ouais, j'adore ça. J'adore ça. On a même été faire du woofing dans une ferme dans les Landes, en pleine canicule de l'été 2019, à désherber de la carotte. C'était assez intense. Et là, on se rend compte que le prix de la carotte n'est effectivement pas assez élevé par rapport à la main-d'œuvre qu'il faut pour désherber de la carotte. Ça fait partie des problématiques et on se rend compte effectivement des réalités terrain. Et les échanges avec les producteurs sont incroyables. Ils sont très, très riches d'expérience et d'apprentissage, de résilience. Enfin, je puise mon énergie en partie là avec ces échanges. Et justement, on a envie de tout passer au bio, de faire d'avoir j'exagère, chacun un agriculteur à l'angle de la rue où on se dit on va pouvoir aller prendre ses fruits et légumes. Est-ce que c'est possible ?
Ça va demander beaucoup de volonté politique pour Entre pouvoir... utopie et Ouais. réalité du terrain, il y a... C'est ça, c'est quand même compliqué. Déjà, un des problèmes majeurs, c'est l'accès au foncier pour les agriculteurs. Donc, pour les gens qui veulent s'installer, c'est arriver à trouver effectivement des lieux d'installation. Et en maraîchage, il faut aussi que la terre soit suffisamment meuble et travaillable, mais avec des points d'irrigation. Et donc, on sait que l'eau aujourd'hui... c'est compliqué. C'est un gros sujet. Donc gros sujet, notamment par rapport à cette production de fruits et légumes. Et pourtant, on importe 60% de nos légumes, 40% de nos fruits. Donc c'est énorme. Donc il y a effectivement un potentiel énorme. Parce qu'on produit pas assez ou parce que nous aussi on revend à l'étranger? Parce qu'on revend aussi à l'étranger, mais on ne produit pas assez sur cette... On n'est pas capable aujourd'hui en France de nourrir toute la population? Non. Il faut effectivement relocaliser une grosse partie de la production et sur d'autres types de production comme les céréales où là effectivement ça part énormément à l'étranger ou pour de la production d'alimentation en bétail. Enfin, voilà, ça demande vraiment de changer complètement de mode de production en fait. Et plutôt que de partir sur des énormes structures, des énormes fermes, parce qu'aujourd'hui il y a une diminution des fermes. On en a perdu 100 000 sur ces 10 dernières années, donc c'est 1 sur 5 ces 10 dernières années, c'est juste énorme sur 475 000 il y a 10 ans, donc c'est énorme. Mais le problème, c'est que pour les personnes, pour reprendre ces fermes-là, souvent c'est des énormes fermes en monoculture qui demandent un investissement trop important. Donc nous, ce qu'on prône avec d'autres acteurs, c'est de se dire, justement, revenons aussi, et c'est un des principes agroécologiques, à plus de diversité dans les parcelles pour déjà permettre d'être mieux en termes de résilience économique. Si on perd une production, on ne perd pas tout, il y a les autres. En termes de résilience climatique également, parce que ça permet la succession des cultures, de pouvoir réamender le sol, de pouvoir limiter les intrants, fertilisants ou de protection de culture. Et donc des fermes à taille plus humaine, plus diversifiée, plus proches effectivement de nos territoires. Mais ça demande plus de complexité justement dans la gestion, dans l'organisation de ces cultures, parce que les itinéraires, il faut les combiner les unes entre elles, il faut voir ce qui est effectivement dans le terme de rotation utile au sol pour sa régénération. Enfin, ça pose énormément de questions. Donc on n'est pas sûr encore effectivement de pouvoir y arriver, mais en tout cas c'est un modèle que nous on défend au sein de l'LZA. Ouais, et justement, enfin, ce que j'entends, c'est que tu t'engages aussi pour essayer de porter cette voie-là auprès d'autres, via un regroupement. Enfin, comment ça se passe là aussi? Parce que comment on fait pour... parce que moi, je me dis, d'un point de vue consommateur, alors je le fais déjà, mais j'allais dire, il suffit de ne pas aller acheter ses fruits et légumes chez Carrefour et des tomates en hiver qui viennent d'Espagne, par exemple, et d'aller plutôt au marché, tout simplement, et de prendre des produits français directement de producteurs. Ça, c'est une chose qui est déjà énorme, et c'est bien que tout le monde le fasse. Mais il faut le pouvoir. Sur certaines familles, c'est pas possible, c'est pas abordable. Ouais, complètement. Complètement. Il y a la précarité alimentaire effectivement qui rentre en jeu. Ouais. Et donc ça, c'est l'un des leviers, en tout cas, que moi je vois à titre personnel. Toi, effectivement, comment tu fais pour, avec les personnes qui t'entourent, ou en tout cas avec d'autres entités, pour essayer d'aller toquer plus haut en disant ce serait peut-être bien de changer, et on entend beaucoup de choses. Et c'est bien de les entendre, mais c'est bien que ça bouge sur le terrain, quoi. Ouais, exactement. Au niveau de la métropole, on fait partie du Conseil consultatif de gouvernance d'alimentation durable de Bordeaux Métropole. Donc on participe aux ateliers pour pouvoir justement aller dans cette direction. Et on a rejoint récemment le Conseil national de résilience alimentaire, qui lui est une instance au niveau national. Donc essaye de faire passer un petit peu les messages, et notamment organise chaque année une journée à l'Assemblée nationale sur le thème de la résilience alimentaire. Donc pour nous, ça va être effectivement un porte-voix assez important, et on est plusieurs acteurs, aussi bien ce qu'on appelle l'agriculture numérique, mais d'autres types d'entrepreneurs ou de structures effectivement qui veulent œuvrer pour un autre système agricole plus durable. Et donc effectivement, ça va être de se mutualiser pour pouvoir faire entendre notre voix et porter ce message. Et après, on répond énormément à d'appels à projets du gouvernement actuellement pour essayer d'orienter justement des financements vers ces systèmes de production diversifiés, vers la filière fruits et légumes notamment, pour pouvoir soutenir et développer notre solution à destination des agriculteurs et se faire connaître, parce que ça va être ça aussi l'enjeu maintenant, c'est se faire connaître. Justement, ça fait un enchaînement parfait avec ma prochaine question. Pourquoi tu as fait
le concours BioBoss, et donc pourquoi tu fais des concours? Je ne sais pas si c'est le seul. Pourquoi faire des concours? Eh ben, faire des concours, c'est pas juste pour ma gloire personnelle, effectivement. Ouais. Loin de là, parce que j'aime pas trop ça, mais c'est surtout pour moi un moyen de faire entendre justement notre projet, notre vision, de la partager, d'avoir aussi du feedback, du retour, de gagner de la visibilité, de communiquer. Donc c'est vraiment ces actions-là en fait. Peu importe, voilà, il faut qu'on ait des porte-voix pour pouvoir défendre cette cause-là et mobiliser l'opinion publique et les acteurs des écosystèmes entrepreneuriaux, numériques, la Startup Nation comme on dit. Enfin, voilà, on est assez loin de cette vision-là. Ouais. Mais néanmoins, aujourd'hui, on ne peut pas dire ça n'existe pas et on en fait abstraction, quoi. Donc il faut passer par tous ces réseaux et faire entendre effectivement que l'agriculture est un enjeu majeur et une des solutions aussi au changement climatique. Ouais. Donc il faut pouvoir mettre en œuvre des moyens et voilà, et on est là. Et les deux peuvent aller ensemble. Bien sûr. C'est-à-dire cet aspect technologique justement et de terre, et c'est exactement ce que vous faites. Bien sûr, dans le respect des agriculteurs et de leur usage. Oui. Donc ça, on est assez attentif là-dessus. Ouais. Oui, parce qu'il ne faut pas arriver Startup Nation, on arrive et on vient dans le champ et on vous dit comment on fait avec des technologies. C'est ça, ou des technologies qui ne soient pas adaptées. Enfin, on parle beaucoup de l'agriculture de précision, des drones, des robots, de tout ce qui est effectivement usage de satellites, mais sur certaines filières comme en maraîchage... ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert pas à grand-chose. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas oublier ces filières qui sont effectivement des filières plus petites, plus à la marge que les grandes cultures ou la viticulture, mais qui sont essentielles. Enfin, aujourd'hui, il faut qu'on mange, on nous bassine, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. On répète ça à nos enfants quotidiennement. Mais comment on va faire demain ? Complètement. On arrive tranquillement à la fin de cet échange. Tu as déjà saupoudré quelques conseils au fur et à mesure, peut-être tu t'en es rendu compte ou pas, mais le fait de parler de son idée au début, d'en parler, d'aller tester, savoir si on est fait pour ça aussi, ce que font les premières pendant 2 jours. On peut tester pour savoir si on est fait pour être entrepreneur, parce qu'effectivement, tout n'est pas rose dans l'entrepreneuriat et ça n'est pas juste un feed LinkedIn. C'est ça, il faut se méfier des feeds LinkedIn. Exactement. Quel conseil tu auras envie de donner aux personnes qui nous écoutent et qui ont parfois cette petite voix qui leur dit de y aller, d'oser et donc tu as peut-être vu sur le Pompon, je reçois aussi bien des personnes, des profils entrepreneuriat, mais aussi des profils, pour moi, courir un marathon, je le dis quasiment à chaque épisode, c'est entreprendre. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire ? Alors effectivement, en parler, parce que ça ouvre des portes qu'on n'imagine pas. On a toujours peur de se faire voler son idée, mais en fait, son idée, on l'a dans sa tête, on a ses compétences à soi, et il faut y croire, et on ne se fera pas voler l'idée, et ça sera fait différemment peut-être, mais pas à la manière dont nous, on le souhaite, et dont on voit les choses. Et être accompagné à chaque étape du projet. Donc effectivement, ça a commencé avec les 2 jours des premières, mais on a continué après. On avait besoin d'être accompagné sur l'innovation sociale. Du coup, on a rejoint Atis, qui est un incubateur d'innovation sociale ici sur Bordeaux, avec également co-tutelle avec Ashoka au niveau national. Ensuite, on avait besoin, une fois qu'on avait travaillé notre innovation sociale, d'aller sur le côté du numérique. Donc là, on a rejoint La Banquise, qui est coordonnée par Unitech et Naos, Nouvelle-Aquitaine Open Source, pour justement voir un petit peu en termes de prototypage et en termes aussi sur l'open data, l'open source. Voilà, c'est des questions qui nous posent beaucoup parce qu'on prône effectivement ces manières de développer aujourd'hui qui facilitent l'interconnexion et la collaboration, qui est un de nos piliers dans nos valeurs. Et puis d'autres acteurs effectivement qu'on est allé solliciter comme France Active. Enfin, à chaque fois, ça a été effectivement un accompagnement utile à l'étape du projet et donc bien fixer des jalons et de se dire dans 6 mois où est-ce que je veux en être, et si j'y suis pas, aussi se dire c'est peut-être que c'est un signe qu'il faut pas aller plus loin forcément, pas forcément s'entêter non plus. Donc voilà, donc on se pose régulièrement avec mes associés des jalons et savoir si on a franchi telle étape ou pas, pour se remettre en question. Et c'est quoi la suite alors ? Tu l'imagines comment ? Et la suite, là, c'est le déploiement. Donc, on a, comme je disais, lancé la première application fin d'année dernière. Vous avez combien d'utilisateurs, combien de maraîchers / agriculteurs qui l'utilisent ? Alors, quand on a testé, on a eu 200 agriculteurs sur la plateforme qui sont venus tester. Aujourd'hui, on a 60 clients, plus 3 centres de formation, parce qu'on a une offre adaptée aussi pour les lycées agricoles et les centres de formation professionnels, pour qu'ils puissent tester et planifier leur installation avec l'outil. Donc voilà, donc on est vraiment au tout début.
Et donc, c'est assez enthousiasmant de maintenant qu'on a l'outil, qu'on a le produit, qu'on a les premiers retours, d'aller plus loin et de viser plus haut. Donc, on sait qu'on peut diversifier sur d'autres systèmes agricoles comme l'agroforesterie et l'arboriculture, les pépinières, les horticultures. Et puis, on vise aussi l'international parce qu'on sait qu'en termes de marché, la France n'est pas forcément suffisante. D'où l'intérêt aussi de relocaliser des fermes sur le territoire. Ouais. Mais l'idée, c'est aussi d'aller vers des pays voisins comme l'Italie et l'Espagne qui sont assez proches de ce qu'on fait et pour lesquels on a aussi fort à faire. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui t'anime dans tout ça ? C'est les échanges, les collaborations, c'est effectivement de la création de quelque chose d'innovant et qui ait du sens, qui soit utile. De se dire, voilà, je ne travaille pas dans un coin de bureau sur mon ordinateur toute la journée pour juste écrire des pages et des pages. C'est vraiment utile au quotidien. On a les retours des agriculteurs qui nous disent on rêvait d'un outil comme ça. Enfin, c'est super chouette. On va pouvoir organiser nos cultures. Donc voilà, c'est effectivement ce retour-là qui est le premier. Et puis l'émulation au sein de l'équipe, d'être toujours en apprentissage de quelque chose de neuf chaque jour. Yes. Parce que vous êtes combien dans l'équipe ? Alors, donc on est 3 cofondateurs et on a 9 salariés aujourd'hui. Ok. Ah ouais, donc belle petite équipe très complémentaire. Exactement. Et Florence, merci beaucoup et bravo. Merci à toi. Et puis belle continuation. Hâte de voir comment ça va évoluer. Ouais, écoute, on croise les doigts. Exactement. À très bientôt. À bientôt. Merci. Merci à vous pour votre écoute. Ravi d'avoir reçu Florence dans le cadre du partenariat avec le concours BioBoss et de découvrir ce projet plein de sens. Je vous invite maintenant à partager cet épisode autour de vous. Le Pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. Et si vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Alors à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon. Et surtout, d'ici là, mangez 5 fruits et légumes locaux et bio par jour et prenez soin de vous. À très vite.